Caroline, merci beaucoup d'abord Ça marche. de cet exposé et de m'avoir appris ce qu'avait été Montpellier dans l'histoire. Quel a été le moment exactement de bascule et où Grasse a pris le pas sur Montpellier? En fait, Grasse commençait à être bien connu, comme je l'expliquais déjà au XVIe siècle. Il y avait déjà les gantiers, évidemment, qui étaient là-bas. Après, il y a eu ces cultures de plantes à parfum, etc. Mais on peut dire que Montpellier avait vraiment une très très bonne renommée. Donc, on va dire que les feux étaient plutôt projetés vers cette ville. Peut-être qu'elle s'est laissée un peu reposer aussi sur ses lauriers, d'une certaine façon, pendant que Grasse s'activait et avait peut-être les agrumes, les plantes à parfum, c'était des choses assez innovantes par rapport à Montpellier, qui n'avait pas ce trésor végétal-là. Donc on peut le supposer. Et puis après, la politique a fait le reste, quoi. C'est-à-dire entre l'édit de Nantes et puis la taxation qui est venue frapper de plein fouet cette région, ça a été terminé, je pense. Ils ne se sont pas relevés de ça, je pense. Donc ça a été un coup de grâce économique. Puisque même, je crois qu'il y a un des Fargeons qui a fini par aller à Grasse. C'est ce qui avait terminé l'histoire. Il avait vu que Montpellier... Il ne revenait pas à Montpellier, non. Exil Montpellier. Est-ce qu'il y a des doigts qui se lèvent? Moi, je veux bien prendre la parole. Oui, il y a, s'il vous plaît. Madame, posez votre question. Et après, il y a une dame, 3 marches au-dessus. Vous m'entendez, là? Oui, ça marche. Oui. Je voudrais poser la question donc, à Monsieur Frédéric. C'était très intéressant, votre exposé. Je suis très intéressée par le fait qu'un sociologue s'intéresse à la mode. Je trouve ça très bien. Et par contre, la dernière question, enfin le dernier principe vers lequel vous allez, la virtualisation. Et il y a une question que je me pose, c'est vous avez l'air d'exclure la récupération dans le principe de la mode. Alors, comme principe de la mode actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une grande tendance à la récupération. Et voilà, je me posais cette question. Oui, merci beaucoup. Oui, donc effectivement, le grand défi de l'industrie, c'est le développement durable et son impact sur l'environnement, qui est complètement inévitable. Je pense que la nouvelle génération de créatrices et de créateurs est complètement consciente de ça. Les grands groupes font ce qu'ils peuvent. Le recyclage, c'est une possibilité. La vente, on parle de vintage ou de seconde main, c'est aussi une possibilité. Mais il y a pas mal d'études qui montrent que même ça ne suffira pas en fait à réduire significativement l'impact de l'industrie sur l'environnement. Et pas mal de voix sont en train de s'élever maintenant en disant en fait la virtualisation, c'est potentiellement la solution. C'est qu'en fait, on réduit drastiquement le besoin de vêtements. Il y avait une blague qui circulait pendant la pandémie, c'est qu'en fait, on allait juste avoir besoin de jogging et de pyjama, quoi. Et puis tout le reste ce serait à travers les filtres des écrans, en fait. Donc, mais c'est des possibilités à explorer maintenant, certainement, quoi. Mais en tout cas, le défi est extrêmement important. Voilà. On peut faire feu de tout bois, c'est ce que je voulais dire. Merci pour vos interventions. Ma question s'adresse à Frédéric Godard. Je voudrais avoir votre regard. Pardon. Merci pour vos interventions respectives et ma question s'adresse à Frédéric Godard. J'aimerais avoir votre point de vue sur les défilés de mode où depuis de nombreuses années, en fait, les créateurs, en fait, il y a une uniformité du mannequin, comme si on devait faire abstraction du corps et regarder juste le vêtement. Il y a même des créateurs qui ont fait le choix, certaines années, de défiler sans mannequin sur des cintres. Oui, alors hier, il y avait une intervention sur le mannequin. Oui. Il y a Kevin Flamme qui était mannequin, qui a parlé du... Donc une partie de l'industrie que je connais bien parce que j'ai étudié, qui était extrêmement difficile, qui est toujours très difficile, avec des pratiques inacceptables. Pas mal d'efforts ont été faits effectivement récemment pour une forme de diversité ethnique en termes d'âge.
une diversité des corps. Mais ce qu'on observe, donc on en parlait avec une collègue journaliste, ce qu'on observe cette dernière année, c'est qu'en fait, on a un reflux de cette diversité. C'est que c'est comme si les maisons, pendant quelques années, avaient décidé, on va montrer qu'on pense que la diversité est importante. Et maintenant qu'on l'a fait, on revient aux vieilles pratiques. Donc ça, c'est le premier point. Donc ce manque de diversité est encore là, malgré certains efforts. Et l'autre, c'est la présence du corps, effectivement, comme vous dites, qui est historiquement un corps normé, très normé. Ce sont des critères qui doivent être contestés. Une des possibilités qu'offre justement la virtualisation, c'est de permettre soit de ne plus utiliser le défilé de mode comme une façon de présenter les vêtements, ou alors d'avoir une forme de diversité virtuelle, à travers des avatars, par exemple. C'est ce qu'essaie de faire, par exemple, Balenciaga, à travers ses collaborations avec Fortnite. Voilà. Donc c'est une possibilité. Encore une fois, la virtualisation, elle offre beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas où on va aller exactement, parce que je n'ai pas une boule de cristal, et j'aimerais bien pouvoir prédire l'avenir, mais voilà, c'est ma réponse. Merci. Un doigt qui se lève là-bas. Donc si j'ai bien compris, Frédéric, il faut qu'on cherche tous un nom pour le 7e principe, ce phénomène naissant. Je vais me présenter. Je suis médecin sexologue et addictologue. Et en sexologie et en addictologie, surtout que j'ai une petite spécificité sur les addictions sexuelles, on se pose beaucoup de questions et on assiste à cette virtualisation avec les pornos en immersion avec les casques 3D, les robots sexuels. Et c'est intéressant parce que c'est pas non plus tout noir ou tout blanc. Les robots sexuels, ça peut être thérapeutique ou problématique. Et donc, j'interroge un peu le sociologue que vous êtes. Est-ce que finalement, j'ai envie d'avoir votre opinion personnelle, est-ce que vous avez l'impression qu'il va y avoir une diversité, une plus grande diversité de comportements, avec en même temps le recyclage et la virtualisation, et puis du coup, en même temps, le besoin de corps et le porno et la relation aux images qui a beaucoup évolué dans la sexualité? Ou est-ce que vraiment vous avez le sentiment qu'il peut y avoir une tendance un peu écrasante et j'ai entendu uniformisation et ça m'a interpellée. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Oui, bon, alors, la question est importante. Bon, c'est un peu loin quand même de mon champ d'expertise, donc je vais peut-être donner juste des idées. C'est vrai qu'on va avoir un risque d'uniformisation. On peut voir ça comme un risque, c'est-à-dire une uniformisation qui va être globale, parce que, par exemple, quand on joue à Fortnite, on joue avec des gens sur l'ensemble de la planète, à travers une langue, l'anglais, qui commence à s'imposer, ou avec, en tout cas, ou alors peut-être des systèmes de traduction automatique qui sont en train de venir avec les systèmes d'intelligence artificielle aussi. Je dirais ça, c'est un risque, mais enfin, il y a aussi quelque chose de positif, qui est l'émergence d'une arène globale, avec des échanges entre les civilisations et les cultures, qui n'a jamais été possible à ce niveau-là avant. Et pour de nouvelles générations, donc qui vont, d'ici quelques années, être au pouvoir. Donc, ça pose aussi une autre question, qui est celle de la régulation, de la réglementation, et du lien entre cet aspect institutionnel et les valeurs de chaque pays, de chaque culture, etc. etc. Donc ça va générer des discussions importantes, des discussions intéressantes. Mais encore une fois, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas trop où on va aller de ce point de vue-là. Qui va nous aider à gérer les risques, qui va encadrer les usages qui sont faits, par exemple, des plateformes de jeux qui deviennent les nouveaux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux tels TikTok, ça, sont déjà anciens, hein, donc il faut voir qu'il y a de nouvelles plateformes qui émergent régulièrement, et apparemment, ça sera donc les jeux qui vont vraiment intégrer toutes ces pratiques. Voilà. Donc je n'ai pas vraiment répondu à votre question, parce que ce n'est pas vraiment mon sujet d'expertise. C'est qu'en tant que sociologue, on évite aussi de répondre sur des thèmes qu'on ne connaît pas trop bien, mais voilà. Mais bon, j'espère qu'on pourra en discuter plus. Je ne vois pas d'autres doigts se lever. Si, des premiers rangs de balcon. Merci. Ma question s'adresse à Frédéric Godard. Vous avez dit, sauf si je me trompe à un moment, qu'il y avait une explosion des aspects cosmétiques. Or, je croyais avoir lu ou compris qu'à cause du Covid, tout ce qui était utilisation de cosmétiques avait plutôt tendance à être
relativement en régression, y compris mondialement. Alors, est-ce que je me trompe complètement ou est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus là-dessus? Oui, alors c'est vrai que l'industrie de la mode ou du luxe, il y a différents segments qui ont été impactés de façon très différente par la pandémie. Hein. Donc tout ce qui est expérientiel, effectivement, il y avait un risque pour les cosmétiques qu'ils disparaissent parce que du fait de la virtualisation, les filtres vont remplacer les cosmétiques. Et c'était le cas pour tout ce qui était expérientiel. Par exemple, l'industrie hôtelière a souffert énormément, et donc dans l'aspect luxe, les voyages, etc. Donc, en revanche, ce qu'on observe après la pandémie, c'est un retour extrêmement rapide de ces industries. Et en fait, l'expérientiel, on fait partie des cosmétiques, et aussi dans les échanges humains, est en train de revenir avec force. Donc c'est un effet de rebond en fait qui est très net. On avait observé ça en Chine, hein, dès qu'il y a eu des réouvertures, les ventes d'Hermès ont explosé. Donc c'est un effet de rebond, de manque. Après effectivement, l'industrie des cosmétiques elle-même va devoir se poser la question de qu'est-ce qu'elle va faire dans un monde virtualisé. Mais les grands groupes de luxe c'est pareil. Est-ce que une maison comme Hermès qui a une expertise dans le cuir, quand il va s'agir de créer des sacs virtuels, voilà, quel type d'expertise vont-ils pouvoir exporter? Mais c'est des questions qui se posent, hein. Et je pense qu'ils auront une réponse, mais on ne la connaît pas encore. Que de flou, que de questions. Y a-t-il oui, peut-être pour ma part, je me pose la question. C'est vrai qu'avant, on avait donc des stylistes qui travaillaient, il y avait les belles matières, il y avait des gens qui étaient spécialisés là-dedans. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit arriver donc les influenceurs. On voit aujourd'hui des ventes aux enchères de baskets. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas... La mode vient de la rue, ou peut-être chez Dior, on va aller chercher maintenant, non pas à créer quelque chose, mais plus à adapter quelque chose qui vient de la rue pour en faire l'objet de luxe ou de la mode. Oui, c'est une tendance qui avait déjà commencé dans les années 60-70, qui s'est accélérée dans les années 80, qui était la mode ascendante en fait. Hein. Par le passé, c'était la mode descendante. Et effectivement, l'influence des punks, par exemple, chez Vivienne Westwood. L'émergence récente du sportswear, le pouvoir des sneakers, hein, qui se vendent aux enchères à des prix astronomiques. Toutes les grandes maisons font des sneakers. Donc il y a un travail différent avec des types de matériaux différents. Mais je dirais que c'est une industrie qui va devoir évoluer. Par exemple, le cas de la fourrure que j'ai étudié, on s'est dit mais que vont devenir les spécialistes de la fourrure, voilà. Mais en fait, ils se reconvertissent vers le travail de matériaux différents, qui sont des fourrures artificielles. Ça va être pareil pour le cuir, qui va subir une pression importante, hein, de la part de mouvements véganes, etc. Que va devenir le cuir? Que vont devenir les traditions du travail du cuir? Donc ces métiers risquent de peut-être disparaître. Mais en même temps, ce qu'on va avoir, c'est l'émergence de nouveaux métiers qui vont, comme vous dites, servir à traduire donc, des tendances qui viennent de la population. Donc on n'a pas parlé des bureaux de style ici, mais ils ont une influence énorme. Et à partir de là, donc en fait, c'est une activité peut-être plus, je n'ai pas envie de dire intellectuelle, mais autour du sémantique, de l'interprétation, de la culture, en fait. Voilà. Et c'est un changement fondamental aussi. Merci, je ne vois pas d'autres doigts se lever. Donc il nous reste à remercier Caroline Redon, Frédéric Godard. Merci. Pour ces deux très belles interventions qui ont conclu ces journées.